Bonjour, bienvenue sur CNET Live. Bonjour les gars. Bonjour Jean-Philippe. On va se la jouer sportif cette semaine. On va parler d'Action Cam, donc de GoPro et de tout ce genre de choses, les vacances de ski arrivant. Donc on va essayer de démêler un peu tout ce qu'il y a sur le marché, de savoir un peu ce qu'il faut regarder avant d'acheter. On commence par toi, Dan. Donc le marché des GoPro. Enfin des GoPro, pardon, voilà, premier lapsus. Des Action Cam, il est en train d'exploser. Oui, alors les GoPro, les Action Cam, voilà. Les caméras embarquées. C'est 100 000 unités cette année, à peu près. C'est ça, les chiffres de vente, c'est 100 000 unités pour 2012 et ça devrait encore augmenter pour 2013. 20% des caméscopes vendus en France, à peu près, c'est ça l'idée? C'est à peu près ça, oui. Donc c'est eux qui tirent en fait le marché du caméscope parce qu'il est un petit peu en berne. Ouais. Et donc ces caméras embarquées, c'est des petits objets qui se positionnent sur des supports appropriés ou qu'on fixe sur des harnais et qui se destinent essentiellement à filmer ces exploits sportifs. Donc généralement que ça soit dans l'eau, sur de la neige, sur la plage, en l'air. Voire dans la stratosphère. Voilà. Comme Baumgartner avec sa caméra embarquée quand il a fait son saut. Voilà. Donc en gros, voilà, ce qui a déclenché le truc, c'est que ça devient abordable. Il faut compter à peu près combien la gamme de prix aujourd'hui? La gamme de prix, ça va de, dans la norme, hein, 250 à 500 €, avec une moyenne autour des 300. Sachant qu'il y a des produits qui existent moins chers, d'autres plus chers. Mais la bonne fourchette, c'est 250-500 €. Voilà. Et après, juste pour ajouter, si on veut de la qualité, on va dire le haut de gamme des caméras qui font le job, il faut compter quand même 200-250 jusqu'à 450 €. Alors, je vais poser la question bête et méchante, parce que là, on va en voir, c'est ce qu'on disait avant de commencer l'émission, Seb, ça y est, en tête de gondole, à l'entrée des magasins, il y a des tas entiers. Faut pas se tromper de débat. Pourquoi on achète ça? À quoi ça peut servir et à quoi ça peut pas servir? En gros, est-ce que ça remplace un caméscope ou pas? On va évacuer la question tout de suite. Alors déjà, au niveau de la qualité, faut relativiser la qualité de ces caméras. Hein, on n'est pas du tout, on est plus proche d'un bon smartphone ou d'un bon compact en qualité vidéo que d'une caméra. Ça, c'est clair. Parce qu'il faut garder en tête que c'est des petits produits. Et ça fait quoi? En gros, c'est des petits cubes de 5 cm. Ouais. Et donc, dedans, on peut forcément pas mettre des gros capteurs ou des triples capteurs. Donc, on reste sur des capteurs qui équipent les smartphones ou qu'on peut retrouver sur des webcams de bonne qualité. Donc, au niveau des images vidéo, il ne faut pas s'attendre à Voilà, ce qui fait un peu illusion quand on regarde des images filmées par ce genre de caméra, c'est le côté fisheye. Donc, on a un fisheye, c'est des caméras qui se débrouillent très très bien en haute lumière. Fisheye. Voilà. Fisheye. Fisheye, tout le monde sait ce que c'est que le fisheye. C'est un super grand angle en fait. Ouais. Globalement, on a une diagonale de 170 degrés pour les meilleurs modèles. Donc, et ça c'est assez bluffant. Bon, voilà. Donc en gros, le principal intérêt, c'est la compacité, c'est que c'est normalement solide, normalement étanche. Alors c'est très compact. Ouais. C'est déjà en soi des boîtiers robustes et ils viennent souvent avec des accessoires, des caissons étanches pour pouvoir résister à l'humidité, à la poussière. Et sa petite taille fait qu'on parvient à la fixer sur de nombreux supports différents, que ce soit des guidons de vélo, des casques, des bras en centrale. Il y a toute une panoplie d'accessoires qui existent pour pouvoir justement la fixer où on veut y avoir ces images à ras du sol ou justement, on verra toute la partie accessoires en fin d'émission. Et avoir cette impression de subjectivité, de voir ce que la personne qui descend une... On a l'impression d'être à sa place. Enfin, c'est un peu le principe. Voilà. C'est un ego trip. Et surtout, les dernières fonctionnalités qui sont arrivées, c'est que ça, maintenant au niveau ergonomie, on va dire commande, ça peut aussi se déclencher à distance en Wi-Fi. Enfin voilà, ça fait partie. On va passer un peu en vue ce qu'il faut regarder avant d'acheter. C'est un des paramètres à garder en tête lors de l'achat. Bon, forcément, le premier truc à regarder, c'est quoi? C'est la résolution, c'est la qualité du capteur. Voilà, c'est le triptyque un peu résolution, définition. Qualité du capteur et le pros en fait de ces machines qui va faire qu'on va pouvoir filmer en fait soit en Full HD en 30 images secondes. Il y a des caméras comme la dernière GoPro, la Hero 3, on peut aller jusqu'à 240 images secondes. Par contre, du coup là, c'est une résolution moindre, on sera en 480p si je me souviens bien. Et le fait de pouvoir filmer à
400, 500 images par seconde, c'est quoi l'intérêt? Alors le gros intérêt de ça, c'est de faire des superbes ralentis après. Alors, quand tu filmes tu fais un super saut en snow, bon, bah, tu vas avoir un ralenti et ça fait des images super belles. On peut en voir pas mal là derrière nous. Donc ça, le ralenti, c'est une des grosses spécificités. Ça va rendre des images vraiment superbes et ça, c'est vraiment un truc à prendre en compte. Donc au-delà du ralenti, on a aussi l'angle de vision. Parce qu'on parlait de fisheye tout à l'heure, voilà. On est à 170, mais on peut être aussi à moins. Donc les principaux modèles, on va dire la GoPro, il y a la Contour aussi 2 ou la Drift, qu'on va dire ce sont les principaux modèles qui sont utilisés. Eux offrent un angle de vision de 170. Ouais. Donc là, on a le vrai effet fisheye très large. Après, globalement, ils offrent tous un grand angle. Après, c'est de l'importance du grand angle offert. Ouais. Et à quelques degrés près, c'est sensiblement la même chose. Je vais poser la question candide. En gros, en dessous de quoi il ne faut pas aller en termes d'angle? Si on est à 90 par exemple, oui, on passe son chemin. Non, voilà. 90 déjà, clairement, c'est pas. Voilà. Après, c'est vrai que dans toutes ces images de skate, surf, tout ce qui glisse, le méga grand angle, ça va être 170. Quoi, le principe, c'est qu'il peut le plus, peut le moins. Le principe, c'est d'avoir un maximum de champ de vision filmé. Ouais. Après, l'inconvénient de ces grands angles, c'est que si on filme des scènes de près, il y a souvent les angles qui sont déformés. Il y a cette espèce de d'où le nom fisheye. Voilà, en général, ces caméras, tu fais pas le point, donc effectivement, en dessous de 30-40 cm, les images sont pas bonnes, ça déforme. Et sur ces caméras aussi, le fait d'avoir un très grand angle, on va moins ressentir les vibrations. Donc ça, c'est important de le dire. Plus l'angle est fermé, plus on va voir les secousses. C'est des caméras qui n'ont pas de stabilisation optique. Donc c'est quand même pas mal de le dire. Alors autre point à surveiller, c'est la télécommande. Ouais. Donc ça peut être vraiment pas mal si tu as ta caméra sur ton casque, d'avoir la télécommande et l'écran déporté pour pouvoir le déclencher. Une fois que ces caméras sont fixées à leur support, on y a difficilement accès. Soit on est très bon et on sait parfaitement où est le bouton de déclenchement. On est un peu en train de faire autre chose. Ou sinon on a les mains sur le guidon à faire autre chose. Et donc bien vérifier s'il y a une télécommande déportée fournie pour lancer l'enregistrement vidéo. Ou à l'heure actuelle, il y en a de plus en plus qui viennent avec le Wi-Fi intégré et qui via des applications permettent de déclencher, enfin déjà de vérifier le cadre. Et de déclencher à distance. Voilà, parce que sur certains modèles, comme l'Aero 2, tu n'as pas d'écran derrière. Voilà, et la télécommande est en option. Voilà, donc faut faire attention à tout ça. Dernier point, l'autonomie, mine de rien. Elles sont toutes plus ou moins entre 2 et 3 heures d'autonomie, donc ça, il n'y a pas de surprise. Ouais. Sachant que si tu enclenches le Wi-Fi, effectivement, l'autonomie, elle risque de se diviser par 2. Sachant aussi que si tu es au sport d'hiver, il fait froid. Le froid divise en moyenne. Alors, tu as ce genre de petit engin pour recharger, ça se recharge en USB. On en parlera au moment tout à l'heure. C'est des batteries portables. C'est des batteries portables. C'est vraiment apprendre avant d'aller filmer un spot. Le froid, c'est l'ennemi mortel des batteries. Voilà. Donc, il faut, dans le meilleur des cas, ça divise par 2 l'autonomie des batteries. Et donc, faut le garder à l'esprit. Si on ne l'utilise pas au sport d'hiver, si on ne filme pas avec dire, c'est bien de le garder près du corps et de garder la batterie au chaud. On se la met où on veut, on se la met où on veut. Voilà, d'accord, bon, je laisse mettre pour la chaleur. Mais... bon, en gros, justement, d'où mon lapsus en début d'émission, GoPro tient une bonne partie du marché pour le moment, mais il n'y a pas que. Il y a tous les petits copains qui arrivent derrière et qui ont des produits intéressants. Alors toi, justement, Seb, tu as été... T'as été voir une de tes anciennes connaissances, enfin non. Alors Harold Conquist, Harold, lui, c'est un ancien kitesurfer, donc un sportif de haut niveau, et depuis 5 ans, il a créé un contest, le Riders Match de vidéo online. Donc globalement, c'est des gens, des pros, des amateurs qui envoient leurs vidéos, leurs exploits sur le site. Après, il y a un système de vote. Et donc j'ai été l'interroger pour savoir justement un peu qu'est-ce qui était utilisé par ces sportifs, amateurs et pros, et on va voir ça tout de suite. Comment on choisit en fait sa caméra embarquée? Il n'y a pas vraiment de différence entre les pros et les amateurs, d'ailleurs c'est ça qui est assez plaisant, c'est qu'on sait qu'un mec comme Kelly Slater qui est chez GoPro va utiliser le même modèle que l'amateur moyen qui va pouvoir se filmer tranquillement sur son petit spot.
Et après, il y a aussi un petit peu l'idée de, si on veut se différencier si on veut se différencier de GoPro, on va peut-être choisir des caméras comme Contour, qui se présente pas tout à fait pareil puisque c'est une caméra allongée. C'est un petit stylet qui est d'ailleurs assez sympa, assez ergonomique. C'est une marque qui se fait aussi un gros team de riders avec comme fer de lance Travis Trice. Il y a Panasonic aussi qui vient de sortir un produit intéressant. Oui, en fin d'année. Voilà, avec l'avantage de cette caméra, c'est qu'elle a une grosse batterie. Maintenant, la batterie est reliée à l'optique en filaire, mais c'est un produit qui peut avoir, à mon avis, qui a la meilleure autonomie du marché. Souvent, le vrai problème, c'est d'avoir, c'est le manque d'autonomie. Donc, quand on part pour des longues sessions, c'est bien d'avoir de la batterie. D'accord, donc Panasonic pour la batterie éventuellement. Donc je ne vais pas te demander quelle est la caméra la plus utilisée. Ça reste à l'heure d'aujourd'hui la GoPro, qui est un peu le standard, l'étalon. C'est la caméra sur laquelle les autres vont soit se calquer, soit se différencier. Ouais, c'est vrai qu'ils ont quand même bien réussi leur coup. On va dire dans l'esprit des gens, on dit même plus une caméra embarquée, on dit une GoPro, quoi, comme on pourrait dire un Kleenex ou un frigidaire. Donc on en est arrivé là, quoi. Et ils dominent le marché, surtout en marketing. Hein. Moi, j'insiste sur le fait que tous les produits satellites, les marques qui gravitent derrière, qui sont entraînées aussi dans l'élan de GoPro, restent de très très bons produits. Il n'y a qu'à voir les contenus qui produisent avec ces caméras, que les riders eux-mêmes produisent avec ces caméras, sont de très très bonne qualité. Mais je veux dire, les caméras à 100, 150 €, est-ce que c'est des caméras à proscrire ou... Ouais, ça dépend ce qu'on veut en faire. Voilà, est-ce qu'on veut avoir du 60 images secondes, est-ce qu'on veut du vrai HD, du 1920 par 1080. Voilà, si c'est pour filmer son chat qui tombe de l'armoire, ça peut peut-être suffire. Après, si c'est pour faire une vidéo sur le Riders Match, par exemple. Ouais, bah là, si on a vraiment envie d'avoir de la qualité, se mettre au fond d'un tube et puis risquer de passer à contre-jour, va peut-être falloir taper quand même dans le haut de gamme. Ok, bah, merci Harold. De rien, Sébastien, c'est un plaisir. Alors, comme on l'a vu et comme Harold le disait, GoPro quand même, voilà, qui a une bonne partie du marché. On va évacuer tout de suite la gamme GoPro, Seb. Alors la gamme GoPro, ouais, alors vite fait, donc il y a le dernier modèle, la dernière gamme, c'est la Hero 3, qui se décline en fait en 3 modèles. Donc globalement, c'est de 249 à 449 € en fonction du modèle. Le modèle milieu de gamme, en fait, c'est celui qui remplace l'ancien modèle, qui est le Hero 2. Donc le Hero 2, maintenant, c'est une bonne affaire parce qu'on le trouve à partir de 289 €. Donc c'est vendu toujours avec un pack, hein, que ce soit le pack voiture, le pack surf, donc ça vaut le coup. À côté de ça, on a la Contour. Donc la Contour, c'est un peu l'alternative en ce moment, parce que comme on l'a vu dans le sujet, c'est une caméra qui est en forme de tube. Longiligne, ouais. Ils ont bossé l'élément différenciant, c'est ça en fait. L'élément différenciant avec toujours cette qualité d'image, hein, ça capte la haute luminosité, ça fait du ralenti et tout ça. À côté de ça, on a aussi une autre alternative. À combien, excuse-moi? Ah pardon, oui. La Contour, alors on la trouve à 399 €. Donc on est au niveau de la GoPro. Voilà, mais on est aussi au niveau de la qualité de la caméra. On est aussi au niveau de la GoPro de la Black Edition, hein, qui est le gamme de chez GoPro. Ensuite, on a donc la Contour, on a la Drift, qui est aussi on va dire le troisième acteur un peu dans le milieu de la glisse qui se fait remarquer. Lui, il a un écran, c'est une belle caméra. On la trouve à 349 € dans sa version costaud. Tu as une version un peu plus light à 229 €. Et cette petite caméra a l'avantage d'avoir en fait une tête rotative. Donc elle se met directement sur un masque ou sur un casque via des fixettes adhésives. Et en fait, c'est la tête rotative qui va faire qu'on va trouver l'horizontalité de l'image. Donc ça, c'est un petit truc marrant, différenciant qui peut faire le job. D'accord. Alors ça, c'était pour les spécialistes, on va dire, entre guillemets. C'est les constructeurs, voilà. Maintenant, des fabricants spécialisés qui ont, on va dire, lancé la mode. Il y a quand même ceux qui font de l'objectif et du caméscope depuis longtemps, qui se réveillent. Les fabricants d'électronique grand public, ils ont vu ça arriver, donc, et puis c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Et donc, ils lancent aussi leur gamme. Donc, il y a qui? Il y a Pana, Nikon? Il n'y a pas Nikon, non. On parlera de Nikon, mais après. Il y a Panasonic et Sony. Sony a lancé la sienne. Une Action Cam. Qui s'appelle Action Cam. Donc, voilà. C'est un petit modèle à la finition qui est pas mal. On reprend globalement ce qu'on retrouve sur les GoPro. Pas d'écran, caisson. Et on retrouve la présence du Wi-Fi.
donc compatible avec les tablettes et smartphones. Donc on peut vérifier le cadre à distance et déclencher. D'accord. Donc c'est pareil, 300-400 €. Et puis lors du CES, Panasonic a annoncé la sienne. C'est la, que je ne dise pas de bêtises, c'est la HX A100. Son principe, c'est d'être en 2 modules séparés, le corps pour l'enregistrement et un petit module qui vient avec une espèce de serre-tête lunette. Donc ils ont coupé en deux, quoi. Ouais. Pareil au niveau des 400 €, ça va arriver. Et ils ont fait un gros effort sur la batterie, c'est une grosse batterie donc qui promet une grosse autonomie. Et là aussi, on retrouve le Wi-Fi pour toujours contrôler le cadre à distance et pouvoir déclencher une fois que le produit est en place. Puis il y a JVC aussi qui était là avant, je crois que c'est parmi les premiers à suivre GoPro sur le marché des caméras embarquées et des action cam. Alors après, hormis les, on va dire, action cam pure, il y a quand même... Il y a quelques alternatives. Des alternatives. Parce qu'il y a tous les spécialistes appareils photo qui, eux, ont senti ce phénomène arriver depuis pas mal de temps. Ça fait 3-4 ans qu'ils proposent tous en fait, des appareils photo tout-terrain. Donc je vais en citer quelques-uns, mais il y a Nikon avec sa gamme AW, Pentax avec sa gamme WG, Olympus avec ses appareils FOF. Et Sony avec sa gamme TX. C'est des appareils qui embarquent aussi des fixations ou c'est juste... Alors non, c'est vraiment des appareils photo avec des planches et solides, quoi. Donc qu'on peut poser dans le sable, ça craint rien. Ce qu'on appelle du rug en anglais, quoi. Et puis toujours là, récemment, Nikon a annoncé son nouvel appareil tout-terrain, le AW110, qui va vendre en pack en fait avec un harnais central. Voilà. Qui du coup, on le fixe sur sa poitrine et on retrouve cette vue subjective. Et aussi, phénomène intéressant sur tous les derniers appareils, c'est l'apparition du Wi-Fi, la même chose, avec contrôle, visionnage à distance et déclenchement à distance. C'est ce qu'on voyait au CES et même un peu avant au Photokina, c'est que les appareils photo se connectent. Donc en gros, tout ça commence à... La Photokina, CES, et puis le salon CP+, qui vient de se passer au Japon. Je fais une petite aparté avec la 4G. Un appareil photo connecté, bientôt avec la 4G, ça augure quand même des trucs pas mal pour des lives à droite. On en parlera quand la 4G sera là. Je vais jouer mon emmerdeur. La 4G dans les stations de ski, on va oui, déjà, on va attendre qu'elle soit à Paris. Puis voilà, la 3G, déjà que la 3G, des fois, c'est dur. Enfin bref. Mais effectivement, dans l'avenir, oui. Voilà, ça peut permettre de faire des belles choses. Alors moi, en fait, pour terminer, je vais poser une question très très bête. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ça pour une semaine de vacances au ski ? Il n'y a pas d'autre utilisation possible. Donc en gros, la question bête et méchante, est-ce que vaut mieux pas, en gros, utiliser un smartphone avec un accessoire qui permet de le... Alors justement, avant de répondre à ta question, moi j'ai protéger. Je parlais justement d'une alternative qui parle d'elle-même. Voilà. C'est avec un smartphone maintenant, on peut faire vraiment des choses très très belles. Alors, avec tous les smartphones maintenant, mais avec l'iPhone et cette petite lentille, c'est l'holoclip qui fait d'un côté fisheye, de l'autre grand angle. Tu vas pouvoir maintenant te filmer. Alors, c'est pas de la caméra subjective, c'est le summum de l'ego trip. Voilà. Donc là, j'ai un bras articulé, en fait. On dirait une matraque de CRS. Voilà. Et au bout, il y a une tête rotule qui permet, en fait, quand tu vas skier, de te filmer comme ça. En fait, tu le mets comme ça, et voilà. Donc c'est ce qu'on voit dans les images derrière. Justement, voilà, il y en a un. Donc ça, c'est le X-Shot, un autre modèle, le U-Shot aussi. Donc c'est des modèles qui sont utilisés dans le surf. On en a vu un aussi dans le film Intouchable quand ils font du deltaplane. Donc c'est le summum de l'ego trip, j'appelle ça. Donc tu mets ton smartphone au bout. Donc ça, c'est un filetage de vis classique. Donc pour mettre ton smartphone, tu as le phone holder, le fameux, 10 €. Tu mets n'importe quel téléphone et tu te filmes. Donc ça peut être une alternative marrante si tu n'as pas envie d'investir forcément beaucoup 200, 300 € dans une caméra embarquée. Bon, par contre, c'est pas de la vue subjective, hein, tu te filmes toi. Tu te filmes toi. C'est encore plus... Ça craint pas un peu pour ton smartphone? Voilà, c'est la question. Si tu te ramasses en descente de ski... Ah, mais moi au ski, je tombe pas personnellement, Daniel. Voilà. Après, voilà, chacun... Chacun son truc, quoi. Je skie pas, donc ça résout mon problème. Ça va le problème tout de suite. Et à part ça, donc en gros, sinon, il y a l'autre alternative, c'est de protéger le smartphone. Voilà, il y a des coques. Hein. J'ai pas vraiment regardé en détail tout ça, mais il y a des coques. Harold m'en parlait aussi. Lui, il a été à un salon, je pourrais plus vous dire lequel. Il a vu pas mal de choses intéressantes pour l'iPhone, parce que l'iPhone, on rappelle quand même que c'est un form factor. C'est une forme unique par génération d'iPhone, ce qui permet aux accessoiristes de développer justement tout ce genre d'accessoires.
Très bien. Eh ben, merci les gars pour tout ce point. Oui, Dan ? Non, on va répondre à ta question quand même. Est-ce que ça vaut le coup pour une semaine de ski ? En gros, si on est bon skieur, oui. Juste pour une semaine de ski, pas forcément, mais si on est sportif et qu'on aime bien filmer, ces descentes en VTT, ces tubes en surf, moi je suis d'accord avec Daniel, si tu skis l'hiver au sport d'hiver, il peut très bien que tu fasses du rafting, du vélo l'été, enfin il y a 1000 occasions d'utiliser ta caméra pour taper des bons délires. Ça porte bien son nom d'Action Cam, en gros il faut être sportif, à minima. C'est des caméras durcies, robustes, donc on peut utiliser dans toutes les conditions. Si c'est pour filmer dans un appartement c'est pour filmer ou dans la rue, le chat qui tombe du frigo. Pas la peine d'investir autant. Zerold. Les smartphones et autres caméscopes suffisent amplement. Là, c'est vraiment pour dans le dur. Dans le dur, voilà. Bon, là, cette fois, merci les gars. De toute façon, nous on prépare un petit guide spécial sport d'hiver sur CNET où justement on parlera peut-être un peu plus de tout ce qui est applications pour smartphone et comment les protéger, ce genre de choses. Et puis une petite partie sur l'image aussi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Là, pour le coup, on reviendra à la mobilité. On parlera du Mobile World Congress. On essaiera de tirer un peu les tendances qu'on verra puisque ça démarre dans pas très longtemps, dans une dizaine de jours. Merci encore et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.